Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur cet atelier numéro 3 qui va traiter de mobilité combinée train plus vélo. Donc pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je vais présenter par ordre d'entrée sur scène un trait. Donc ce sera Ludovic Antoine qui prendra la parole en premier, qui est responsable transport mobilité au sein du pôle métropolitain du Genevois français. Donc il nous accueille sur ces terres ici, merci Ludovic, et donc il nous fera un panorama de l'intermodalité train plus vélo sur le Grand Genève. Ensuite, ce sera Imen, qui est Imen Miki, qui est à la droite de Ludovic Antoine, qui est responsable du pôle intermodalité au sein de SNCF Gare et Connexion. Voilà, et donc Imen nous présentera le plan vélo de Gare et Connexion. Ensuite, ce sera au tour de Gilles Laurent, à ma droite, donc de la FNOT Île-de-France, Hauts-de-France, excusez-moi. Voilà, donc la FNOT étant, comme chacun sait, donc la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et qui nous parlera donc des différentes préconisations de la FNOT en matière de mobilité combinée train plus vélo, et plus spécifiquement d'un livre blanc si présent, Mon vélo dans le train, voilà, qui parle d'emport, comme on l'aura compris, d'emport des vélos. Enfin, ce sera Amira Abera, qui est cofondatrice et directrice du développement chez 15 et qui nous parlera du vélo du dernier kilomètre. Alors en réalité, on a une cinquième invitée, voilà, qui est l'invitée cachée. En fait, c'est Aline Gillette d'Île-de-France Mobilité, chargée de mission, chargée de service vélo au sein d'Île-de-France Mobilité, qui n'a pas pu être là avec nous, mais du coup on l'a enregistrée en début de semaine et on projettera sa vidéo en fin de présentation. Voilà, alors quelques petits mots d'introduction sur ce sujet de la mobilité combinée train plus vélo. Donc c'est à l'intersection de trois systèmes finalement. Donc c'est bien entendu le système train, et pour que la mobilité combinée train plus vélo soit efficace, il faut que les trois systèmes soient efficaces. Donc l'aspect train, c'est tout l'objet des CERM pour lesquels on est réunis aujourd'hui. Ensuite, il y a le système vélo, évidemment, qui comprend le cheminement pour rejoindre les gares. Ça, c'est le minimum dans le cadre du sujet dont on parle, mais évidemment, c'est loin d'être le seul aspect d'un système vélo. Et vous avez la partie plus spécifique d'intermodalité, qui va être d'accéder à la gare à vélo, de pouvoir trouver un stationnement vélo sécurisé en gare, d'accéder au quai, si on souhaite embarquer son vélo dans le train, et de monter, bien sûr, le vélo dans le train. Voilà, donc tous ces aspects sont évidemment totalement complémentaires, et leur usage va être différent suivant le besoin de la personne. Donc quand on parle de mobilité combinée train plus vélo, on pense souvent au vélo du premier kilomètre, c'est-à-dire j'habite à l'extérieur de l'agglomération, je rejoins la gare, je fais 2-3 km à vélo, on va peut-être fermer maintenant. Parce qu'on n'a pas de micro, du coup sinon on va un peu trop forcer tous et toutes sur la main. Merci beaucoup Nadia. Donc je stationne mon vélo en gare, je monte dans le train et je vais travailler en centre-ville. Donc ça, c'est l'un des cas d'usage. Vous avez aussi le cas d'usage inverse. Je monte dans le train pour aller travailler, par exemple, dans une zone d'activité. Là, je descends du train, je prends mon vélo qui va me permettre de faire les derniers kilomètres jusqu'à ma zone d'activité. Le premier, on appelle ça un peu partout en Europe le B plus R, le Bike and Ride, à l'instar de ce qu'on appelle en France le P plus R, le Park and Ride avec la voiture. Et l'autre, bon, ça va être le R plus B. Ensuite, vous avez les usages qui vont nécessiter d'embarquer le vélo dans le train. Donc il y a le cyclotourisme, bien sûr, où par construction, voilà, on fait des portions à vélo, des parties en train, donc là on a besoin d'avoir son vélo. Et puis vous avez un usage dont on ne parle pas très souvent, mais qui est important aussi, dans une logique de CERM, c'est sortir de la zone dense en train, avec son vélo, pour aller, à moins d'en trouver un à destination, pour aller dans les espaces naturels. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans les grands pôles métropolitains. Les gens souvent essayent de se passer de voiture, mais ils ont besoin, comme tout le monde, d'aller se mettre au vert régulièrement. Et donc là, le train plus vélo, en embarquant le vélo, mais pour sortir de l'agglomération, est une extrêmement bonne solution. Voilà. Donc tout ça, il faut les intégrer quand on réfléchit à cette mobilité combinée. Nos différents intervenants vont vous en parler en détail de ces différents aspects. Avant de leur passer la parole, je voulais vous donner quelques chiffres. Je vous propose 3 chiffres à retenir. On fera une interrogation à la fin. Ce sera 2000, 1 et 42. Alors, 2000. Donc là, c'est pour... donc évidemment, quand on a parlé tout à l'heure des manques de budget, etc. Donc on dit, il faut en plus organiser le stationnement vélo, etc. Oui, bien sûr, c'est un poste de plus supplémentaire d'une certaine manière, mais c'est aussi un poste d'économie. Donc 2000, c'est 2000 € par an.
Donc 2 000 € par an, c'est l'économie au bord de la collectivité que représente le fait de faire du B plus R au lieu de faire du P plus R. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir à la gare à vélo plutôt que de venir en stationnant sa voiture, ça va faire économiser à lui plus la collectivité 2 000 € par an. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant de favoriser ce rabattement à vélo vers les gares. Ensuite, le 1, c'est 1 km. Donc là, je voulais vous évoquer, donc, nous on est basé en Ile-de-France, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, voir Fabre Landry, Bureau d'études Sustainable Mobilities. Donc moi, ça fait 5 ans que tous les ans, avec SNCF Transilien, donc, qui opère les trains régionaux en Ile-de-France, et l'Institut Paris Région, qui est l'Institut d'urbanisme de la région, on fait des études sur les évolutions de ce qu'on appelle le mass transit, c'est-à-dire en fait le CERN francilien. Et il y a 2-3 ans, on a voulu voir justement un peu la question de la zone de chalandise des gares. Donc on a comparé, on avait pris Aulnay, qui est une commune à 15 km à peu près au nord-est de Paris. On a regardé les trajets entre Aulnay et Paris, en fonction de la distance à la gare, où habitaient les gens, ou bien où ils se rendaient, quand ils se rendaient à Aulnay. On s'est rendu compte que quand les gens sont à moins de 500 mètres de la gare, ils vont prendre très majoritairement le train, en l'occurrence c'est le RER, un peu la voiture. La bascule, elle se fait à 1 km. C'est-à-dire quand les gens habitent à plus de 1 km, ils vont prendre, pour aller sur Paris, qui est pourtant très congestionné, difficile à stationner, majoritairement la voiture plutôt que le RER. Quand on est à 2 km, le RER devient négligeable. 1 km, c'est la zone de rabattement à pied, usuelle, hein, vers une gare, une station. Donc ce qui veut dire que tant qu'on ne met pas en place ce rabattement à vélo vers les gares, on se prive, on réduit la zone de chalandise, voilà, un cercle de rayon de 1 km, alors qu'à vélo, on peut aller aisément, en général on compte 3, et ça peut être plus, hein, voilà, on peut multiplier par 9 le nombre de personnes, en tout cas la zone de chalandise. Voilà, donc c'est pourquoi c'est absolument essentiel à mes yeux et aux yeux de pas mal de gens, en tout cas nos invités ici présents, de mettre en place ce rabattement à vélo vers la gare ou ce mode de diffusion. Voilà. Et j'avais oublié le 42. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, en France, donc le rabattement à vélo vers les gares, donc la part modale du vélo pour rejoindre la gare, c'est quelques pourcents, hein, donc c'est très variable évidemment suivant les territoires. Quand on est à 10%, c'est les très très bons élèves de la classe. En général, on est plutôt en dessous de 5, 2, 3. Aux Pays-Bas, je vous ai déjà dit le chiffre, 42, voilà, c'était 42%. Alors, ce serait peut-être un peu ambitieux de se fixer cet objectif aujourd'hui de 42%, mais ça nous donne un petit peu l'immensité de la marge de manœuvre qu'on a. Pour rentabiliser un CERN, on aura impérativement besoin des occasionnels. Voilà, parce que les abonnés, on sait bien que c'est souvent très subventionné. Avec les voyageurs occasionnels, en particulier ceux qui vont voyager en heure creuse ou le week-end, c'est quasiment que de la recette marginale, c'est absolument nécessaire pour financer le système. Aujourd'hui, en Ile-de-France, où on a un CERN ultra efficace, les parkings-gares, ils sont pleins à 9 h. C'est-à-dire que les occasionnels en journée, ils ne peuvent pas venir en fait, en voiture à la gare. Le week-end, les bus, il n'y en a pas beaucoup. Donc si on veut les capter, ces gens en heure creuse et les occasionnels, c'est le vélo. Voilà. Donc c'était quelques mots d'introduction pour dire toute l'importance qu'a le fait d'organiser cette mobilité combinée entre les CERN et le vélo. Et sans plus attendre, merci d'avoir écouté cette longue introduction, je passe la parole donc à Ludovic Antoine, qui va donc nous présenter cette intermodalité sur le Grand Genève. Exactement, merci. Je vais, voilà. Soit là en cliquant, sinon la flèche, au choix. Alors, effectivement, merci en tout cas pour cette introduction, et bonjour à toutes et tous. Donc, je ne vais pas redire ce qui était déjà dit tout à l'heure, notamment sur l'élément express, sur les différentes interventions faisant des territoires. Enfin, je vais quand même juste faire un petit rappel parce qu'on peut entendre des choses et puis ça peut ressortir aussi rapidement. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais on disait tout à l'heure, l'autosolisme sur le Genève est largement supérieur à la moyenne française. Donc on a un taux de motorisation parmi les plus importants de France dû à la fois à la culture, au périurbain, au contexte géographique et à la frontière, qui fait qu'on a aussi un effet frontière important. Donc les gens habitent de plus en plus loin aussi du fait du renchérissement. Donc voilà, déjà une appétence très forte sur l'autosolisme, un besoin évidemment de développer la multimodalité, on va pas revenir là-dessus.
C'est juste pour vous montrer, ça avait été dit en introduction par le président du pôle métropolitain sur la révolution de la mobilité qui est en marche. La révolution, elle passe, le Léman Express évidemment, c'est la colonne vertébrale. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que autour du Léman Express, depuis une quinzaine d'années, on a ce qu'on appelle des projets d'agglomération. Donc c'est des procédures suisses qui lancent chaque année des projets, enfin chaque 4 ans plutôt, des projets de territoire pour, c'est une sorte de CERM à la mode suisse, mais on va dire où on combine la mobilité, l'urbanisation et l'environnement, et où chaque 4 ans, on a la possibilité de monter un dossier et de faire des demandes de financement pour obtenir des financements de la Confédération suisse, pas du canton de Genève, notamment sur la partie française. À partir du moment où on a une coordination importante entre les axes de mobilité, l'urbanisation avec une densité vers l'intérieur, on a la possibilité de monter des projets et de bénéficier de subventions conséquentes. C'est le cas par exemple du tram d'Annemasse. On aura un prochain tramway qui est en projet sur Saint-Julien et sur Ferney. Et surtout des modes doux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'aménagements cyclables, notamment en rabattement sur les gares, qui ont fait l'objet de cofinancement de la Confédération, de l'État, etc. aussi, et qui, grâce à ce cofinancement, ont permis aussi d'avoir une accélération dans la mise en œuvre, que ce soit en direction de la vallée de l'Arve, c'est-à-dire vers Bonneville, vers Bellegarde. Donc même si on s'éloigne de la frontière, on a un réseau de mobilité douce qui s'est développé pas mal. On a à peu près 90 projets qui ont été sélectionnés. Et sur ces 90 projets, on en a la moitié qui concerne du rabattement vers les gares. Donc voilà, la partie infrastructure se développe assez fortement. Et évidemment, ça conditionne après toute l'intermodalité, puis la pétence au vélo, sur lequel voilà, vous avez évoqué les différents éléments tout à l'heure. Je vais partir ici. Sur le fait que on a des marges de progression absolument énormes pour le coup. Je pense ici comme ailleurs. Vous évoquiez quelques pourcentages de personnes en vélo qui se rendent à la gare. En global, côté français, on a, si vous voulez, un schéma cyclable Grand Genève qui indique en gros où on en est aujourd'hui. On a 2 à 4% des déplacements côté français qui se font vélo aujourd'hui, côté suisse forcément un peu plus puisque le contexte est plus urbain. Et puis les objectifs 2030 sont de faire x3, x5 côté français, selon les territoires, et puis x2 côté Genève. Donc évidemment, la connexion avec le Léman Express est assez importante. Et ça, c'est aussi pour montrer à travers notre plan vélo, puisqu'on a travaillé sur un plan vélo d'agglomération du Grand Genève, sur différentes composantes, vraiment sur tout le volet planification, infrastructure et services. Et là, en l'occurrence, donc sur les 48 gares et haltes ferroviaires principales, on a à peu près 60% du réseau cyclable du Grand Genève qui est connecté aux gares. Et vous voyez, alors non, malheureusement, on ne voit pas trop à l'écran puisque l'image n'est pas la même, mais on a identifié, voilà, à 3 km des gares, on a à peu près 60% de notre réseau cyclable du Grand Genève qui s'est développé très fortement à proximité des gares, que ce soit des projets déjà réalisés, comme des projets à venir, où on considère qu'on est à peu près à 200 km de nouvelles pistes cyclables d'ici 2035-2040, dans un rayon de 3 à 5 km autour des gares. Donc, hyper important, dans la mesure où on est plutôt sur un caractère très périurbain. On a le vélo fonctionne bien, là j'enfonce les portes ouvertes, là plutôt en ville, mais dès qu'on est après à proximité, les gares du Léman Express côté français, elles sont quand même dans des secteurs très, très ruraux ou périurbains, si on enlève Annemasse pour le coup. Et donc on a surtout les aficionados du vélo qui se déplacent et pour permettre ensuite de prendre le train, tout en sachant que, vous le savez peut-être, l'emport du vélo en France est gratuit, par contre en traversant la frontière, il est payant. Donc ça c'est la magie du transfrontalier, et en même temps on est sur une forme de tarification sociale qui s'impose en quelque sorte.
Et avec donc, voilà, ces différences de normes qui sont importantes aussi à prendre en compte. Ça c'est un exemple vélo, et puis évidemment il y en a des milliers d'autres sur la mobilité qu'on essaye tant bien que mal de gommer. Voilà, donc on a cette situation-là aujourd'hui, avec, je dirais, une volonté très forte à la fois de développer les infrastructures cyclables. Cette volonté se développe à la fois donc, sur du réseau cyclable pendulaire, sur du réseau cyclable aussi lié au tourisme, vous l'évoquiez tout à l'heure, et notamment, je pense, le plus cyclable du Léman-Mont-Blanc-Léman, selon comment on se situe. Ça dépend si on part de côté Haute-Savoie ou côté des Alpes. De la Verona aussi qui traverse tout le territoire, et sur lesquels on a une partie importante des portions qui sont reliées aux gares, sachant que le Léman Express représente la fréquentation du Léman Express, c'était dit tout à l'heure, on a à peu près un quart de la fréquentation qui est liée à du loisir. Et quand on parle de Léman Express, on ne parle pas uniquement de France vers la Suisse pour que les frontaliers aillent travailler, mais aussi dans le sens inverse. C'est là qu'on essaye de développer, notamment sur des fonctions de loisirs, avec des combinaisons importantes justement d'intermodalité de gare vers le vélo et pour aller en direction des différents sites touristiques. Ça, c'est un travail qu'on fait aussi en lien avec les MANIS pour appuyer aussi le développement de cette mobilité de loisirs qui passe aussi par les différents services vélo. En termes de stationnement, je ne vais pas parler trop de chiffres, mais vous voyez quand même le différentiel très fort entre le canton de Genève, où on a 3500 places de stationnement vélo, aux interfaces multimodales. Évidemment, côté français, c'est là qu'on se dit, on a un peu le parent pauvre, la marge de manœuvre, elle est importante. Elle est très importante. Quand on voit par exemple sur Chambéry, à la gare de Chambéry, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus, où on a des parkings vélos qui fonctionnent vraiment très bien, de 500 vélos qui sont pris chaque jour. Sur Annemasse, on a des capacités limitées, ça marche quand même, mais on a un besoin très fort de développer les services aussi aux gares, qui sont aujourd'hui cruellement manquants. Et voilà, ça fait partie aussi de ces besoins très forts de services. Donc le CERM, à travers cette vision intermodale, on a tout intérêt justement de développer un bouquet de services, en espérant que ça puisse faire accélérer aussi les choses et voilà, d'avoir un vrai développement. Alors là, la photo que vous voyez, c'est la gare d'Annemasse, juste à côté. Le parvis est plein. Simplement, il y a une organisation, on était un peu pris devant le succès, c'est comme le Léman Express, donc là il y a un intérêt aussi de mieux structurer, que ça soit, alors là on a des vélos on va dire individuels, dont la propriété est liée aux particuliers. On a une station vélo juste à côté qui est opérée par TP2A, qui est l'opérateur de Annemasse Agglo. Et puis on a d'autres stations vélo qui existent en lien avec le système aussi OURA de la région. Mais on a un vrai problème aussi de visibilité et de système quand même différent sur un territoire où on a une offre et des autorités organisatrices de la mobilité qui sont assez éclatées. Donc on a tout un enjeu de coordination et de gouvernance qu'on retrouve finalement assez visiblement sur le vélo. À savoir qu'aujourd'hui, les vélos libre-service, ça existe à Genève, donc c'est le vélo partage, donc où il y a une vraie stratégie aussi de déploiement et de développement au niveau des gares avec des abonnements récents, PPG plus Dunkerque République, donc c'est le système vélo partage à Genève. Alors c'est vrai qu'on voit vraiment pas sur la carte, mais c'est pas très grave. On a également 3 autres systèmes de VLS du côté du district Lyon, donc là en allant vers Lausanne qui fait partie du Grand Genève, système Publibike. Du côté du Pays de Gex, c'est le système WI qui est développé sur certaines communes. Et puis du côté d'Annemasse Agglo, c'est Fredo qui est en place aussi. Donc très disparate, et on a un objectif affiché sur lequel on travaille activement, qui est de développer un VLS transfrontalier d'ici 2027, avec évidemment un enjeu fort de connexion au niveau des gares et d'avoir... on part quand même de pas grand chose, donc il y a un besoin important aussi
de travailler sur ce sujet qui est assez crucial, en tout cas sur la politique vélo. Sachant qu'on a, je le disais tout à l'heure, toute une politique vélo qui a été adoptée avec voilà, les différents éléments liés à la planification, l'infra et puis les services. Mais pour terminer, effectivement, le VLS transfrontalier, c'est au-delà du projet, c'est tout un symbole aussi d'avoir un premier VLS qui dépasse la frontière. Alors après, évidemment, ça va devoir parler d'un opérateur ou plusieurs opérateurs, la question de l'interopérabilité, enfin, les modalités techniques, juridiques aussi, parce qu'aujourd'hui, on s'est un peu heurté à des difficultés juridiques d'avoir un vélo libre-service transfrontalier. Donc voilà, il y a ces considérations-là qui sont pas forcément évidentes à trouver, mais qui offrent en tout cas des perspectives quand même assez intéressantes, en tout cas sur cette thématique-là. Et je conclus. Je conclus là, voilà. On termine sur les questions-réponses, mais je ne prends pas plus de temps parce que j'ai vu qu'on a pris aussi du retard tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Ludovic. Donc on va prendre les questions. Donc on prend 5 minutes de questions, on va faire ça après chaque intervenant. Donc voilà, allez-y pour les questions. Pas besoin de micro, hein. Celui ou celle qui souhaite prendre la parole. Oui. Vous parliez de difficultés juridiques pour le VLS transfrontalier, vous faites référence à quoi par exemple? Alors je fais référence au fait que initialement c'est le système vélo partage donc, qui est en place à Genève qui avait vocation à s'étendre côté français. Donc on rentre dans les règles de concurrence comme partout et d'avoir effectivement en face une AOM qui est en capacité aussi de pouvoir travailler avec le système suisse. Aujourd'hui, on a une pluralité d'AOM côté français, et donc on se heurte aussi à cette difficulté. Après, ça voudrait dire que c'est la région qui opère, mais ce n'était pas forcément une volonté de leur part. Donc on a un problème d'ordre gouvernance et juridique qui fait qu'on est obligé de passer par une procédure, on est en train de travailler justement pour travailler sur un marché unique et ne pas, enfin en tout cas écarter cette possibilité de partir de l'opérateur déjà genevois pour l'étendre. Ne serait-ce que justement pour des questions de monopole. Enfin, on souhaite aussi voir s'il y a plusieurs possibilités d'avoir des opérateurs multiples et puis de l'interopérabilité là-dessus. Mais voilà, en tout cas c'était plus une règle juridique par rapport à l'extension du vélo partage et puis à la question d'un répondant aussi en face, puisqu'on a plusieurs AOM. Alors qu'on va gommer aussi, puisque dans quelques mois on va avoir une seule AOM sur une partie du territoire. Donc on a 2 territoires qui vont permettre aussi de faciliter ça. Okay. Vous parliez tout à l'heure des parcs à vélo. L'objectif c'est d'arriver à combien de places sur la gare d'Annemasse? Très bonne question, j'ai pas les chiffres. Aujourd'hui je crois qu'il y a 160 places. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, il y a... J'ai fait le TP2A. Ah oui, d'accord, ouais. Les 160 places sur le parvis ou... Que sur le parvis plus gare breton. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, voilà. Donc là, on est en train de travailler sur le PDM justement, donc sur... Enfin, c'est pas pour boiter en touche, mais j'ai pas justement pour affiner et puis voir quel peut être on va dire le bon volume. C'est vrai que ça fait quasiment 1 an que je travaille sur le parvis de la gare. Je venais avec mon vélo aussi justement alors que je viens de Bonneville. Ouais. Parce qu'en fait ma problématique, tout à l'heure je suis bien reconnu là-dedans, moi j'habite à 2 km 200 de la gare de Bonneville. En fait, la gare de Bonneville, pour ceux qui connaissent, elle est vraiment au bout de la ville, en fait, elle est vers Aïs, en fait, tout simplement. Et moi j'habite côté la Côte du Haut en fait. Donc à pied ça fait 25 minutes, entre 20 et 25 minutes suivant comment on marche. Et au début je prenais un peu mon vélo, après bon, avec les gelées, etc., j'ai préféré y aller à pied. Puis je me suis rendu compte que même dans le train, il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo. Donc en fait on n'a pas de place, etc., toujours surveiller son vélo, reprendre son vélo parce qu'il y a quelqu'un qui sort avant, qui rentre après. Enfin, et en fait, moi je travaille à la maison de la mobilité, donc je pouvais garder mon vélo avec moi, mais c'est vrai que les parcs à vélo en fait à Annemasse sont pleins. Il n'y a plus de place.
Et donc forcément l'idée c'est ça, de faire le parking sauvage entre guillemets. Donc tout est organisé. Non mais oui, c'est un vrai chantier. On a exactement on a exactement le même sujet sur les parkings relais, qui sont complètement saturés au bord de gare, dépassés par, on va dire, victime du succès du Léman Express. Donc Léman Express déjà qui est, on va dire, très saturé. On a des P+R qui le sont aussi, et la question c'est de voir est-ce qu'il y a une vraie question d'étendre les P+R, sachant que déjà l'élément express aux heures de pointe est très saturé. On a une commande de matériel roulant mais qui ne sera pas livré supplémentaire avant 2032. Le travail, vous le savez, est très long. Voilà, on a un peu le même sujet, d'où effectivement une similitude en fait. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que les parkings P+R à Annemasse sont payants. Je crois que tous les parkings de gare P+R, sauf Chablais, sont payants et sont pleins. Et par contre, les parkings P+R qu'on a sur Annemasse et Villagrand, donc Altea P+R et Jean Monnet, qui font 250 places chacun, sont pas pleins du tout. En fait. Pourtant, ils sont gratuits et ils sont quasiment en centre-ville. Enfin, Jean Monnet surtout, mais Altea, c'est au bout de la zone commerciale, etc. C'est la concurrence de la voiture. Ouais, mais pourtant, il y a un bus performant quand même, le temps pour aller à la gare, mais ça... C'est le fameux rupture de charge. Et l'accès, il est encore trop facilité aussi, et donc ce qui fait que la voiture reste le mode le plus compétitif en l'occurrence. C'est vrai qu'on a tendance à dire 500 €, le coût de la voiture c'est 500 €, mais la voiture on ne s'en sert pas uniquement pour aller au travail, donc il y a tout l'aspect, on va dire distance kilomètre, qui fait que ça reste malheureusement en fait un outil, là je dérive un petit peu, mais c'est juste pour montrer effectivement qu'on a cette difficulté quand même de venir vraiment en concurrence avec la voiture, donc y compris sur le vélo, et c'est vraiment, il y a un vrai défi, surtout en se comparant sur d'autres territoires qui sont relativement voisins, que ce soit sur Annecy ou sur Chambéry, où c'est quand même pas la même pratique. Moi, dernière question. Ouais, c'était une question qui était quasi similaire quand on voit la photo du parking du vélo. Puis, tout à l'heure, on a fait la visite, c'est archi plein. Est-ce que c'est si compliqué que de venir mettre 80 arceaux en plus demain ou après-demain? C'est un problème entre de se dire on le fait pas parce qu'on va avoir 80 vélos en plus et on va avoir plus de monde. C'est un problème déjà de trouver, en tout cas je dirais c'est pas un problème d'urbanisme, mais lié déjà je sais pas si vous avez vu, l'espace est quand même très contraint, donc il y a des formes de contraintes. Voilà, donc c'est pas mon métier, j'imagine. Sinon ce serait trop facile, mais je suis d'accord avec vous. Donc il y a des formes de complexité quand même. Voilà, exactement, mais après, effectivement, en tout cas, surtout sur Annemasse, c'est peut-être le contre-exemple par rapport aux autres écrans. Il a l'air grand en fait. Annemasse, on voit cette image-là, on se dit, c'est l'image lorgnette, on dit, on en rajoute, on fait 2 fois ou 3 fois les choses, et on passe à 450. Ça fonctionne comme à Genève, ouais. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va un petit peu à l'extérieur, on n'a vraiment pas eu tout la même appétence au vélo. Mais puis là, on parle vraiment directement aux frontaliers qui prennent le train à Annemasse pour se rendre à Genève. Là, quand on va un peu plus loin, on n'a pas la même problématique. Cela nous fait une transition parfaite avec l'intervention d'Imen Miki, donc de Gare et Connexion, justement, qui va nous parler entre autres de stationnement vélo sur Tarviga, mais pas uniquement. Pas uniquement. La flèche, par exemple. Voilà. Bonjour à tous. Donc l'intermodalité, c'est l'une des missions confiées à Gare et Connexion par la loi. Ça veut dire qu'on se doit de permettre à chacun de nos clients d'accéder facilement à une gare ou d'en repartir d'ailleurs par n'importe quel mode de transport, qu'il soit individuel ou collectif. Et ça veut dire aussi qu'on doit favoriser la complémentarité entre tous ces modes de transport qu'on retrouve autour des gares pour un parcours fluide, sans culture. Alors, je vous donne un chiffre à l'écran, 80%. Donc 80% c'est la part des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le rabattement et la diffusion de nos voyageurs.
au sein de la SA Gare Connexion, donc on n'est pas à l'échelle de SNCF en grand, mais vraiment sur la SA Gare Connexion, on a 80% de nos émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du coup du rabattement et de la diffusion. Alors ça s'explique essentiellement par l'activité de Gare Connexion, donc on gère des gares, des voyageurs, 10 millions de voyageurs au quotidien. Et ça s'explique aussi, malheureusement, parce que encore aujourd'hui, on a un trop grand nombre de clients qui se rabattent vers la gare avec la voiture thermique individuelle. Une fois qu'on a dit ça, au-delà de l'objectif que l'on a de maximiser le report modal vers le train, on a l'ambition vraiment de développer une intermodalité plus verte, notamment sur les sujets de rabattement, et d'accorder vraiment une large place aux modes les moins émissifs, dont le vélo. Pour en témoigner, on a mis, il y a quelques années maintenant, mis en place un plan vélo qui repose sur 3 piliers. Le stationnement, les services et l'information. Sur le premier pilier, le stationnement, donc évidemment pour favoriser l'intermodalité vélo plus train, on doit augmenter le stationnement vélo de tout type autour des gares. Donc on a aujourd'hui travaillé sur un catalogue d'équipements assez variés pour proposer différents types de stationnement, du libre accès avec des arceaux, des racks, du stationnement couvert ou semi-fermé et du stationnement fermé ou sécurisé avec des consignes individuelles, collectives ou des abris collectifs. On a aussi la possibilité, c'est évidemment des éléments qu'on va retrouver plutôt sur parmi les gares, mais on a aussi la possibilité d'aménager des espaces en gare. Et dans notre catalogue, on a également prévu les sujets d'entretien, de maintenance, d'exploitation des abris sécurisés que l'on pose autour des gares. Alors, je vous ai mis quelques photos de quelques réalisations, évidemment, pour aller vite. On m'a demandé de faire un petit focus sur le nombre de places sécurisées à date. Donc, on a un peu moins de 50 000 places sécurisées aujourd'hui autour des gares. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces 2 dernières années, on en a déployé un peu plus de 10 000, donc c'est vraiment une très très grosse capacité de déploiement. On a évidemment profité de la dynamique autour de la LOM pour réaliser ces 10 000 places. On avait commencé avant la LOM, on continuera évidemment après. Mais voilà, ça vous donne un peu aussi un ordre d'idée de ce qui est déployé en termes de stationnement sécurisé, en tout cas jusqu'à présent. Et notre capacité à déployer de manière massive et industrielle. Sur les services, favoriser le rabattement et la diffusion à vélo, c'est aussi déployer des services pour agrémenter un peu l'expérience client, des équipements et des services utiles à la pratique évidemment. Donc on va retrouver encore une fois un catalogue assez large d'équipements et de services comme la pompe de gonflage, la station d'autoréparation, des consignes avec ou sans prise, des bandes de recharge électrique, des goulottes, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Voilà, donc on a différents équipements que l'on déploie à proximité directe du stationnement. Et on a aussi également des services, des services qui peuvent être des ateliers vélo, des cafés vélo, mais actuellement on met vraiment le poids du corps sur la location et notamment l'intégration de VLS et notamment de VLS régionaux dans les gares, sur Paris ou dans des locaux à l'intérieur des gares, pour que justement les derniers kilomètres puissent être réalisés facilement à vélo.
vous ai mis un petit exemple d'une petite boutique qu'on a intégrée en gare dans le cadre du projet Place de la Gare. Je pourrais évidemment vous passer d'autres projets qu'on a de la type. On m'avait demandé également un petit topo sur les goulottes à vélo. Alors, un petit mot sur les goulottes. Alors, elles ne sont pas aujourd'hui déployées de manière systématique et automatique. Elles doivent évidemment faire l'objet d'une analyse préalable parce qu'on doit vérifier un certain nombre de points et notamment des points de sécurité. Sécurité des personnes et notamment des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Néanmoins, on a monté un collectif de travail avec des experts internes à SNCF Gare et Connexions et externes, notamment des associations. Et on a posé quelques préconisations pour faciliter la pose de ces goulottes dans les escaliers. Évidemment, on est preneur de toute bonne pratique pour faire évoluer ces préconisations. Peut-être que Gilles Laurent aura quelques-unes après. J'imagine qu'il va y avoir quelques questions. Le dernier pilier, l'information. Alors, on a différents dispositifs sur l'information. Je vais peut-être passer directement sur les images. Donc, l'objectif, c'est de marquer les équipements et les services qu'on a déployés en gare de manière à les rendre visibles et de manière à ce que les voyageurs les identifient rapidement et facilement. L'objectif, c'est également d'orienter les clients voyageurs vers ces équipements et ces services, mais aussi de jalonner le parcours vers ces équipements ou ces services, mais pourquoi pas aussi vers des points d'intérêt de la ville, comme on peut le voir sur ces images où en fait on incite à l'utilisation des modes les moins émissifs en indiquant par exemple le temps, c'est pas très visible, le temps de parcours à pied ou à vélo pour rejoindre les principaux points d'intérêt. Donc différents dispositifs qui vont vraiment de la peinture au marquage adhésif, à la tôle d'Yvon ou des mâts de signalétique comme on peut les voir à l'image. Et on a également quelques supports qu'on peut déployer, des cartographies isochrones qui vont positionner les principaux points d'intérêt avec encore une fois l'indication du temps de parcours à pied, à vélo, à trottinette pour rejoindre ces points d'intérêt. Et puis des cartes mentales de gare qui permettent de mettre en visibilité tous les équipements et services qui sont présents autour des gares. On a quelques photos de réalisation avant-après, donc je vais passer vite. Évidemment, sur le même volet de l'information digitale, puisque au travers de notre application Ma Gare SNCF, on va pouvoir retrouver dans la brique intermodalité l'ensemble de l'offre vélo qui est déployée en gare, avec une localisation et un guidage pas à pas pour atteindre les équipements et les services. Je vais terminer par le projet de label que l'on est en train de construire actuellement avec différents partenaires. Je ne vais pas les citer pour gagner un petit peu de temps, mais ils sont affichés à l'écran. L'idée, c'est de... Alors, Vélogare, le nom est provisoire, il n'a pas de nom encore ce label, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les gares pro-vélo et d'informer les clients cyclistes sur les accès, les équipements, les services qui sont présents dans les gares. On a travaillé sur un cahier des charges qui pose quelques critères, certains rédhibitoires, d'autres plus facultatifs. Et l'idée, c'est de rassembler un certain nombre de critères pour pouvoir prétendre à obtenir ce label. C'est ok. On peut accélérer. Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle Le Sens du blog Isabelle et le vélo. Quand vous parlez de stationnement sécurisé, qu'est-ce que vous appelez stationnement sécurisé finalement? Et je pense à l'Île-de-France en particulier, parce que je le connais mieux qu'ailleurs. Alors là, on va parler de stationnement sécurisé au sens du décret, l'homme, c'est-à-dire tous les critères d'attache en 3 points, la couverture, l'éclairage, la distance par rapport à la gare, et puis le fait que ce soit
fermé par un système d'accès ou vidéo protégée. Oui. Je vais poser une question sur les goulottes, mais avant, comme je vais attaquer un peu, je vais faire redivisibilité avant. Je suis lu un mass cycliste et Elon Musk. Il y a un boom, il y a un décollage du vélo qui est extraordinaire. Et même la voie verte, par exemple, elle a été sous-dimensionnée finalement. Et encore, il y avait des débats pour dire est-ce qu'on met 1 mètre de plus, etc. Et deuxiemment, les attaches vélo, oui, il en manque. Mais juste un mot là-dessus, sécuriser, c'est pas très important quand c'est très exposé. Moi-même, quand je me gare vers la mairie d'Annemasse, par exemple, je le mets en plein passage, parce que c'est compliqué d'arriver avec une grande cisaille pour aller cisailler un cadenas. C'est là où c'est le plus sécurisé. Le seul fois que j'ai eu un ennui, c'est quand je l'ai mis derrière la mairie, un endroit qui était un peu masqué. La goulotte, terrible l'histoire de la goulotte. Annemasse, c'est un exemple fabuleux. Depuis le début, c'est toujours pas fait. On ne peut pas emprunter la goulotte. Il y a eu des débats, c'est donc Gare et Connexion qui est responsable. Et là, je ne comprends pas, parce qu'on a plein d'exemples de photos de goulottes adaptées. Donc il y a une culture, il y a un savoir-faire. Et on nous a mis une goulotte qui n'est pas adaptée, qui est incroyable. Et 2019, Le Mans Express, ça n'a pas bougé. Hein. C'est pas faute de demander tout le temps. Et voilà. Goulotte est toujours là. La fausse goulotte. Je l'ai vu en arrivant. Ça coûte cher une goulotte? Non, ça coûte pas très cher une goulotte. En fait, ce qui est très compliqué, c'est toute la réglementation qu'il y a autour et les autorisations nécessaires. Bon, juste sur le stationnement sécurisé, en effet, je suis assez d'accord. En fait, il en faut pour tous les usages. Et c'est aussi pour ça qu'on préconise, nous, à la fois du libre accès et de la tâche facile, autant que du stationnement sécurisé pour répondre en fait à tous les besoins des clients cyclistes. Et sur les goulottes, en effet, elle n'est pas tout à fait conforme. Alors conforme aux nouvelles préconisations, parce que encore une fois, c'est un guide évolutif. On essaie vraiment de trouver consensus avec les différents experts sur le sujet, donc c'est pas chose évidente, mais j'ai bien noté. Elle a quoi cette goulotte? Elle est plaquée contre le mur, lequel est de tout le long, il y a une rampe. Allez la voir. Ah ouais. Ça a 3 minutes. Donc, faut mettre votre vélo à 45 degrés, en gros, c'est pas possible. Il y en a plein de comme ça. Et souvent, les pédales se coincent, ça m'est arrivé. Et là, on peut Et quand t'as des sacoches, la sacoche, la pédale, et puis la double lisse qui gêne un peu là. moi j'aurais une question. Bon, je suis Olivier Larouzé, collectif ou Tradmi, mais je parle individuellement. Je circule pas mal en mettant le vélo dans le train. Il y a parfois des difficultés, bon, il y a des accès et des goulottes, mais quand tu es sur le quai, qu'on a une correspondance, on ne sait jamais où mettre, où est le compartiment réservé. Et autre chose, bon, c'est peut-être pas l'heure du jour, mais SNCF Connect, c'est une catastrophe pour faire un voyage à vélo. Moi, par exemple, je veux aller de Cluse à Dax en vélo, ben, si je ne fais pas moi-même passer par Lyon, passer par Paris pour reprendre, SNCF Connect, il n'y comprend rien. Et on conseillait de passer par le site de la Deutsche Bundesbahn pour trouver. C'est quand même. Une toute dernière question sur l'intervention de... J'ai pas bien compris le positionnement. Je pose de la depuis tout à l'heure. Ah, je suis désolée, pardon. Effectivement, monsieur Léon. Allez, deux, rapide. Alors moi j'ai une question. Alors sur tous les équipements qui ont été présentés sur le fond, très bien, mais alors je suis région, pardon, je me les régions Centre-Val de Loire. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que finalement, dans tout ce qui a été présenté, SNCF Gare et Connexion ne finance pratiquement rien et c'est aux collectivités de financer tout. Et ma question, c'est est-ce que dans le cadre des CERM, il va y avoir une évolution de la doctrine de SNCF Gare et Connexion, de ne pas présenter un peu le modèle de la gare idéale un petit peu partout, et parce que nous, on a eu plein de présentations comme celle-là des collectivités qui ensuite sont venues nous voir en disant maintenant, région financée parce que Gare et Connexion ne finance rien. Donc est-ce qu'il y a des évolutions sur le financement de ces équipements en fait des CERM? Alors il y a de la participation effectivement sur fonds propres, SNCF Gare et Connexion dans les projets à venir. On a beaucoup déployé, enfin les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure, c'est évidemment du travail collectif et énormément de subventions
externe à SNCF Gare et Connexion, très clairement. Donc oui, il y a de la participation SNCF Gare et Connexion sur les projets. Après, le sujet est complexe, pas de réponse ou de taux à partager. De toute façon, c'est forcément un dialogue avec les différentes parties prenantes, mais comme un peu dans la vie de tous les autres projets de déploiement. Il y a des subventions aussi qui sont allouées à ces déploiements-là, donc on essaie vraiment de déployer tout de manière frugale et utile pour le client cycliste. Il n'y a pas un taux de participation de Gare et Connexion standard, en fait, 50%. Non, mais c'est très variable en fonction des projets, donc il n'y a pas de règle absolue. Merci. Dernière question. Bonjour. Moi, j'ai pas bien compris la proposition de valeur, en tout cas le positionnement de Gare et Connexion sur les services de vélo en gare. Oui. Est-ce que c'est de la mise à disposition de foncier? Est-ce que vous êtes apporteur de services? Oui, on se positionne plutôt comme intégrateur, facilitateur en fait de ces services sur les parvis ou dans les gares. Donc on n'est pas sur un positionnement de flotte en propre, hein, par exemple, mais vraiment de faciliter l'installation de ces services en gare. Et notamment au travers de la mise à disposition facilitée de fonciers et équipements de gare. Merci beaucoup Isabelle. On va passer à Gilles Laurent. Je vais venir ici parce que sinon j'ai la lumière dans l'œil et puis oui. je cache la moitié de l'écran. Voilà. Voilà, donc moi je suis de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, où je suis plus spécialement chargé de l'intermodalité, on va dire, et puis des liens entre les modes doux et les transports publics. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Mon Vélo dans le train. Comme son nom l'indique, on cherche à promouvoir la possibilité de mettre son vélo dans les trains. Et on regroupe une douzaine d'associations. Il y en a 3 qui sont ferroviaires, il y en a 2 qui sont plutôt naturalistes, enfin, je pense sur l'environnement et l'amis de la nature, et toutes les autres sont plutôt à vocation cycliste, cyclotouriste, etc. Voilà. Oui. Pardon, je vous laisse. C'est pas bon si, enfin ça se présente pas vraiment, c'est pas grave. Alors, le collectif existe depuis 2015 environ, et on avait agi à l'époque auprès du Parlement européen pour obtenir des règles pour le vélo dans le règlement européen des voyageurs, et aussi au niveau de la loi LOM en France, et c'est un peu à notre initiative qu'on a obtenu 8 vélos par train ou 5 par autocar. Voilà. Donc avec ces dernières années, il y a eu des améliorations aussi sur le respect des places vélo dans les trains, même si c'est pas toujours évident, mais et des infos, je pense dans les TGV notamment, les contrôleurs donnent des infos préalables en disant qu'il ne faut pas encombrer les espaces vélo, etc. Donc ça c'est un peu mieux. Et ce qu'on demande surtout nous, c'est un accroissement de l'offre à la fois du nombre de trains et du nombre de places dans les trains, dans tous les trains, TGV, TER, etc. Voilà, parce que pour nous, on considère que l'addition, on va dire, du vélo et du transport collectif, c'est ça qui permet de faire la colonne vertébrale de l'écomobilité. C'est ça qui permet de remplacer, dans beaucoup de cas, un trajet qui serait en voiture, sinon. Alors on avait fait, oui, pardon, au niveau de la flotte, donc ça c'est disponible sur le site internet de la flotte, j'avais fait une position de la flotte, comme on appelle ça, sur le vélo dans les mobilités, qui a été totalement validée, sur comment on voit, nous, l'interaction et la possibilité de coupler les deux. Alors bon, cette complémentarité, oui, pourquoi? Parce que le train ne va pas partout, hein, comme on sait, et le vélo, lui, il ne va pas vite, donc en cumulant les deux, on arrive à couvrir un assez grand cas de déplacement. Et ça offre donc cette alternative à la voiture. Il y avait une étude allemande qui avait été faite qui montrait qu'on pouvait gagner 25% des gaz à effet de serre sur la mobilité individuelle si on généralisait ce principe de train plus vélo par rapport au trajet en voiture. Alors évidemment, le but c'est pas de transporter tous les vélos, parce que j'entends des gars d'ici, on va me dire oh c'est pas possible, bon voilà. Le but n'est pas de transporter tous les vélos, on met un ordre de priorité. Pour nous c'est d'abord effectivement du stationnement en gare ou bien d'avoir un vélo pliant, ça marche très bien aussi. Mais il y a beaucoup de cas où on est quand même obligé d'avoir à transporter un vélo classique, si on peut dire, hein, et puis aujourd'hui, c'est pas toujours facile, à cause d'une capacité d'emport insuffisante très souvent et de complications diverses. Et donc on a en France globalement une offre ferroviaire insuffisante, on va dire ça. Ça ne concerne pas que les cyclistes, ça concerne tous les voyageurs. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas monter dans le train, ils restent sur le quai.
Les TGV, ils sont complets une fois sur deux, quand on veut réserver dedans, il n'y a pas de place. Bon, voilà. Et donc nous, on dit qu'un système de transport public qui est soucieux, je dirais, de mobilité durable, etc., doit pouvoir offrir en toutes circonstances une offre complète sans renvoyer les cyclistes vers la voiture. Bon, ça c'est un peu un clin d'œil parce que c'est la différence entre l'Allemagne et la France. Donc en Allemagne, ben voilà, vous avez des espaces vélos dans tous les trains régionaux, ils sont clairement indiqués sur les écrans, donc on sait à quel endroit du quai on doit se placer pour accéder. Et puis pendant ce temps-là, en France, ben, on vous fait une petite annonce comme quoi, au vu du nombre de TER limité et de la forte affluence, les voyageurs sont invités à ne pas emporter leur vélo à bord. On peut citer là. Tu peux me citer quand même? Oui, alors effectivement, c'est une copie d'écran du site de Isabelle Lessens qui avait relayé notre livre blanc par la même occasion. Voilà. Et j'avais dit dommage que je ne l'avais pas vu avant parce que sinon je l'aurais mis dedans. J'étais vexé, mais ça c'est la vie. Voilà, c'est très bien. Voilà, bon, alors évidemment, vous allez souvent m'entendre comparer l'Allemagne et la France. Parce que si on va en Allemagne avec son vélo, alors là je veux dire c'est assez proche du paradis terrestre, et ça n'a rien à voir avec la France. Voilà. Donc par exemple ça c'est un train régional allemand, donc on voit déjà dès l'extérieur que le vélo est mis en avant, il y a un gros logo vélo. Alors chez nous ça s'améliore un peu, ça, les logos commencent à devenir un peu plus grands, mais surtout à l'intérieur il y a des espaces assez importants, parce que là par exemple dans cette voiture à 2 niveaux, eh bien, le niveau du bas est pour les vélos, les handicapés, les bagages encombrants, etc., les poussettes, tout ça. Et donc il y a la place d'installer les vélos, il y a la place de manœuvrer, de rentrer. On ne perd pas de temps d'arrêt parce que ça rentre et ça sort facilement, alors que chez nous, souvent, on se retrouve avec un espace exigu dans le train qui fait perdre du temps à tout le monde. Alors on m'avait dit de focaliser plus sur la gare, alors maintenant je vais parler de la gare. Plusieurs aspects pour nous, donc la gare historiquement c'est quand même d'abord le lieu d'accès au train, autrefois. Hein. Ça a évolué après vers un lieu de service, donc on y trouve de plus en plus de commerce, etc. Donc très bien. Ça va devenir, et ça devient déjà des pôles de multimodalité, train, autocar, bus, etc. Ça c'est déjà bien enclenché, on va dire. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que la gare, c'est une entrée vers le train, on va en parler aussi, mais c'est aussi une sortie vers la ville, parce que c'est quand les gens sortent du train, sortent de la gare, après, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on manque souvent d'informations. Donc nous, on attend en tant que cycliste d'avoir au niveau de la gare peut-être un plan des voies cyclables de la ville, une signalétique d'accès, vous avez parlé un petit peu, mais ça commence tout juste, hein, c'est pas bon. Signalétique d'accès vers le centre-ville, vers les lieux d'intérêt, vers les véloroutes les plus proches, puisqu'il y a une part quand même importante des gens qui descendent du train pour rejoindre des itinéraires vélo connus. Hein. Voilà, bon, ça c'est un exemple en Allemagne, alors la photo s'est faite un peu artivoisée en haut, mais c'était pour montrer à la fois le concept de Radstation en Allemagne, qui est un peu le couteau suisse de tout ce qu'on peut faire sur le vélo dans une gare, donc location, stationnement, entretien, réparation, tout ça. Voilà. Et puis la signalétique d'indication pour les différentes directions juste à côté. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc stationnement, réparation. Alors ça, c'est l'intérêt de la réparation en gare, c'est que la personne qui laisse son vélo là le matin pour aller bosser, ben, elle peut faire préparer son vélo, puis elle le récupère le soir, il est en ordre. Hein. On ne perd pas de temps. Alors on parlait du stationnement sécurisé tout à l'heure. C'est une bonne définition. Enfin, on n'a pas eu la définition d'ailleurs. C'est quoi un stationnement sécurisé? Moi, je vais vous citer une anecdote. Je pense que pour que les gens laissent leur vélo dans un stationnement sécurisé, il ne suffit pas d'avoir un local. Et il ne suffit pas d'avoir où l'attacher. Parce que j'ai eu le cas dans un comité de ligne, comme ça, d'une dame qui était au bord des larmes, elle avait acheté un vélo électrique une semaine avant, un vélo à assistance électrique, elle se l'est fait voler dans l'espace sécurisé de la gare. Et donc après, elle s'est retournée vers la SNCF et la région, qui était la tribune, et moi je fais quoi après, etc. Puis alors là, silence radio, il n'y avait plus personne. Hein. Donc nous, on pense que pour que ça puisse fonctionner, il faut aussi coupler, je ne sais pas, une sorte d'assurance, quelque chose qui fait que si le vélo est malgré tout volé, parce que ça peut arriver, ben la personne ne se retrouve pas sans solution. Sinon, il n'y aura pas la confiance. Parce que quand vous disiez stationner devant la mairie, tout ça, oui, d'accord, mais là, on laisse un vélo pour toute la nuit, ou on le laisse pour le week-end, voire même une semaine ou deux si on part en vacances, etc. Si on veut dire, si on part du principe que les gens ont un vélo à chaque extrémité, l'extrémité côté travail, si je puis dire, il va rester. D'accord, hein, c'est quand même une situation un peu à risque. Alors, l'accès au train. Donc, la première chose, évidemment, c'est de pouvoir acheter le billet. Alors là, on retombe sur le problème parce que
Quand j'écris ça, c'est beaucoup pour les TER, parce qu'il y a certaines lignes dans certaines régions où maintenant, notamment l'été, il faut une réservation de billets, et c'est très compliqué à trouver. On ne peut pas l'acheter au guichet, il faut que ce soit forcément par Internet, et c'est toujours sur un site Internet différent de celui où on a acheté son propre billet. Donc c'est une usine à gaz pas possible. Moi, un touriste étranger qui vient en France pour prendre le train dans ces conditions-là, je ne sais pas comment il fait, parce que ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Se positionner sur le quai, donc c'est le logo qui est là au milieu, ça c'est le RER de Copenhague qui est photographié là. Donc qui prend donc, les vélos sans problème, et il y a le marquage sur le quai qui permet de savoir se mettre en face des portes où il faut. Boulotte, etc., on en a parlé. Bon, les boulottes, c'est un pis-aller, hein, de toute façon, c'est pas ça qu'il faut mettre en premier, à mon avis. Il faut d'abord des rampes. Les rampes, c'est idéal, ça tombe pas en panne, c'est très pratique à utiliser. Pour tout le monde, aussi bien les poussettes, les roulettes et tout ça. L'ascenseur, c'est pas mal aussi, mais c'est des fois trop petit pour mettre un vélo, donc il y a des problèmes. Voilà. Se positionner sur le quai, on l'a dit. Et puis ça, c'était, je ne sais pas pourquoi tout est modifié un petit peu. Ça, c'était SNCF Connect. Donc SNCF Connect, ça peut marcher pour réserver une place vélo dans un TGV. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais enfin, il y en a quelques-unes. Par contre, si c'est une recherche avec un morceau d'itinéraire TER, c'est inutilisable, parce que dès qu'on coche la case vélo, il ne trouve pas, en fait. Donc il vous répond comme là qu'on a le regret de n'avoir aucun train, donc veuillez faire une recherche en faisant un vélo, en cochant pas la case vélo. On contourne. Et donc effectivement, je confirme, on va voir sur le site de la Deutsche Bahn pour trouver une solution. Alors ça, c'est un document qu'on a établi au niveau du collectif pour justement expliquer tout ce qu'on trouve qui ne va pas bien en France à ce sujet-là, qu'est-ce qui va beaucoup mieux à l'étranger, d'ailleurs en Europe, quand on veut, on peut, et donc de quelle manière on pourrait s'améliorer ici, sur place, à la fois au niveau de l'achat du billet et des possibilités de voyager dans le train, de l'emport des vélos, enfin tout ce qui touche à faciliter la vie du cycliste qui veut prendre le train. Donc j'en ai là des exemplaires, vous pouvez en prendre si vous voulez, qui sont disponibles. Je voudrais faire juste un petit zoom sur le SERM et je termine après. Ça, c'est un exemple de train que les Allemands commandent pour les réseaux S-Bahn, donc l'équivalent des SERM en Allemagne. Voilà, et donc là, l'article n'est pas complet. Bon. En fait, ils commandent des rames avec entre 50 et 70 places vélo par rame de 5 voitures. Donc chez nous, c'est théoriquement 8, hein, donc on ne joue pas dans la même cour, d'accord ? Et puis, et même donc, histoire d'enfoncer le flou, dans les métros urbains, hein, parce qu'en France, ça vient à l'idée de personne de mettre un vélo dans un métro, mais ailleurs ça se fait. Hein, à Berlin à gauche ou bien à Madrid à droite. Le métro urbain, je ne parle pas du SERM, là, je parle de métro. Le métro urbain est autorisé au vélo. Voilà. Avant d'être à la salle. Qu'est-ce que vous pensez des Pays-Bas du coup? Alors les Pays-Bas, c'est la politique inverse. Oui, alors les Pays-Bas, ils ont une approche un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils misent beaucoup sur les stationnements en gare, qui sont bien faits, mais enfin qui posent aussi problème de sécurité, c'est comme partout, hein, mais voilà, c'est quand même des 10 000 places de vélos à la gare du Frêche, c'est colossal, hein, franchement. Mais ils ne taxent pas du tout sur le transport des vélos dans les trains. On peut le faire, c'est payant, assez coûteux même d'ailleurs, mais c'est pas ça leur axe principal. C'est pour ça que nous, on préfère le modèle allemand, qui fait les deux. Il y a à la fois le stationnement en gare prioritairement, mais aussi on peut mettre son vélo dans le train. Alors c'est un peu payant parce qu'en Allemagne, il faut acheter un ticket vélo, sauf dans certains lenders où c'est payant avant 9h du matin, mais pas après, et donc ça enlève tout l'aspect navetteur. Les navetteurs, s'ils veulent le prendre, il faut qu'ils payent. Mais les touristes, entre guillemets, qui commencent seulement à 9h du matin, peuvent voyager avec leur vélo pratiquement dans le train. Enfin, ils payent leur billet avec le vélo. C'est pas très comparable les deux pays, la France et les Pays-Bas, je trouve, pour une raison au moins, c'est que les villes aux Pays-Bas sont très proches les unes des autres, et que en fait, moi je me suis trouvée à faire un assez long voyage aux Pays-Bas d'exploration sur ce sujet et tout ça, et bien souvent j'avais tout à fait repéré quelle était la gare qui correspondait. Je me dis, mais au fond, attends, je vais aller à vélo, c'est trop près, c'est pas la peine de prendre le train. Et c'était vraiment des villes différentes, hein, lesquelles très contacts. Ils ont tous en France, c'est plus loin, quoi. Enfin, c'est pas comparable.
Non, moi j'ai pris, mais aux Pays-Bas, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un peu comme en France. C'est 3 dans les trains en France. Ça a marché. Parce que quelqu'un m'a expliqué, parce que pour prendre dans les bornes de billets en néerlandais, tu ne comprends pas grand-chose. Oui. Excusez-moi, je connais un peu le sujet, c'est pour ça. Hein. Aux Pays-Bas, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des garages à vélo urbains, enfin dans les grandes villes en tout cas, hein, simplifions pas, mais fréquents près des centres touristiques, des centres, etc. Enfin, tout. Mais surtout, ce qui m'a frappé là, c'est que très rares sont ceux, je crois que je n'en ai jamais vu, qui ne soient pas gardés par une personne, des personnes. Et il y a une combine, entre guillemets, dans cette affaire, c'est que c'est très souvent, je ne peux pas généraliser, je ne peux pas me permettre, mais c'est en tout cas très souvent des entreprises d'insertion qui sont chargées de la surveillance, du pointage, du nettoyage, enfin de tout ça. Et c'est à ce que j'ai pu constater, c'est en plus des emplois d'insertion extrêmement favorables aux personnes qui en sont attributaires. C'est-à-dire que ce sont des emplois avec des vraies responsabilités et qui rendent les personnes fières. Je l'ai vraiment vu, ça. Là, je n'invente rien, vraiment. Et en tout cas, moi, je crois, c'était le fond de mon affaire, parce que je les connais bien, je connais assez bien les garages de Paris, notamment, hein, c'est ma ville, dans les gares. Et moi, je considère que tant qu'il n'y a pas de personnes qui surveillent, c'est même pas la peine de parler de sécurité. Les caméras, c'est tout à fait peanuts, quoi. À vrai dire. C'est la principale critique que je formule, moi, sur tout ce qui est créé, notamment à Montparnasse, par exemple, qui me garde. Et je pense qu'on peut utiliser l'exemple aussi des parkings voitures qui sont dans le centre-ville, souvent gardés par des gens à l'accueil. Donc finalement, un parking vélo, je trouve que ça aurait du sens. Et de jouer les deux en même temps, c'est une économie d'échelle. C'est ce que fait, c'est Vinci, je crois, Alors, nous, on le fait beaucoup dans les parkings de gare avec notre partenaire FIA. Donc aujourd'hui, on sait mettre du stationnement vélo dans les parkings des FIA et donc du coup, ça devient sécurisé, on a de la présence humaine. Et après, peut-être que j'avance un peu sur la présentation de tout à l'heure, il y a nouvellement la halle à vélo de Paris-Nord qui est vraiment... oui, mais c'est la seule. Un peu exactement, qui est le premier site un peu vitrine à la hollandaise. Clairement. Donc là, il est gardien à Paris-Nord. Il est humanisé, tout à fait, il est gardien. Je sais pas si c'est la seule. Oui, c'est le tout début. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question ou on passe à notre dernière intervention? Allez, on passe. Et voilà, Adéra. Merci. Je vais le chronomètre aussi. Bon, déjà, j'ai l'impression que dans cette scène, j'ai pas besoin de convaincre grand monde qu'il faut investir dans l'intermodalité train-vélo. Néanmoins, il y a quand même, je pense, deux choses qui sont importantes à dire. C'est que la raison pour laquelle il faut le faire, c'est qu'on voit que dans les pays où il y a des parts modales qui sont 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieures à la France, et ben, ils ont adressé cette question de l'intermodalité train-vélo. Et le deuxième point, c'est que quand même en France, on a un des meilleurs réseaux de trains et un des plus denses réseaux de trains du monde, et c'est quand même dommage de ne pas s'appuyer sur cette infrastructure-là. Après, voilà, comment est-ce qu'on résout la question de l'intermodalité train-vélo? On a vu là plusieurs solutions. Il y a les partisans de l'emport, il y a les partisans de la disponibilité du stationnement ou du vélo en gare. Il y a les partisans des deux, donc on peut très bien imaginer aussi que ce n'est pas des solutions qui sont contradictoires, mais qu'on peut encourager, investir et développer les deux. La réalité, c'est qu'en France, on a un opérateur du rail, la SNCF essentiellement, qui est très opposé à l'emport du vélo dans le train. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, leurs indicateurs de performance à la SNCF, c'est la sécurité et les retards. Et la SNCF, ils disent, une petite gare, c'est un arrêt d'1 minute, une grosse gare, c'est un arrêt de 2 minutes.
Donc les vélos sur les quais là, qui vont bloquer les portes et qui vont générer du retard, c'est même pas la peine. La deuxième raison, c'est qu'en fait, si on voulait vraiment le faire, ça passe, vous l'avez dit, à un moment par une évolution du matériel roulant. Et ça, on est sur des cycles de vie qui sont super longs. Le matériel roulant à l'ensemble du réseau de France, peut-être qu'il sera mis à jour, je ne sais pas, en 2040, 2050. Donc on a quand même aussi besoin de trouver des solutions pour aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, parce que c'est maintenant que la révolution elle est en train de se faire. Donc nous, pour le coup, on s'est beaucoup inspiré des Hollandais et de ce qu'ils ont fait avec OVFITS. Donc OVFITS, c'est un système où il y a des vélos à la gare de destination. Tout à l'heure, Imen, elle a parlé de la solution de stationnement. Moi, je vais vraiment parler du vélo à la gare de destination. Ça n'existait pas vraiment en France, en tout cas, il n'y avait pas un service, il y a effectivement des petites intégrations à droite à gauche avec des vélocistes par là. Nous, on a voulu lancer le premier service de vélo en gare. J'arrive à la gare et j'ai un vélo qui est disponible pour m'accompagner sur mon trajet ou toute la journée. Pour faire ça, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a eu quelques complications aussi, on a dû défricher juridiquement. Parce que concrètement, c'est qui la OM sur ce type de service? C'est la région, parce que c'est la région qui gère finalement le rail. On est quand même sur le foncier des collectivités la plupart du temps, donc est-ce que la OM c'est la collectivité comme l'agglomération? Donc on a dû progresser pas à pas en apprenant. Et en fait, on a complètement défriché le sujet juridiquement sur cette expérimentation dont je vais vous parler. Donc cette expérimentation, c'est l'expérimentation Vélo-Modalis. Donc on a pris une ligne de TER, la ligne Royan-Angoulême. Et on a mis des stations vélo à l'ensemble de ces gares. Donc il y a 8 gares à peu près sur l'ensemble du territoire. Il y a 2 types de gares. Il y a les plus grandes agglomérations, où elles ont voulu aussi qu'on puisse pas forcément garder le vélo toute la journée pour pas le garder que pour soi, mais je vais mettre des gares aussi à d'autres endroits et je vais finalement faire un hybride avec du VLS. Et puis il y a d'autres gares où parfois la plus petite, Béyan, elle dessert une commune de 800 habitants. Eux, on est resté sur une seule station à la gare et on fait du trajet en boucle. Donc c'est vraiment un hybride entre les deux systèmes. Pour pouvoir faire ça, parce que au début ça n'existait pas, on a dû, nous, 15, le faire, c'est nous qui avons investi, on l'a fait sur nos fonds propres. Alors on a quand même discuté avec l'ADEME nous a donné une subvention, les collectivités ont aussi accepté de mettre la main à la poche, mais c'est nous qui avons pris le risque financier parce qu'on était persuadés que ça allait marcher et que c'était de toute façon nécessaire. Donc on a pris le risque financier de le faire et on a travaillé avec donc la région, les agglomérations, l'ADEME et puis les opérateurs aussi. Alors à la fois l'opérateur du rail, la SNCF, mais aussi les opérateurs de transport, parce que vous voyez par exemple RATP-DF, Saintes, exploite le service de transport public de Saintes. Et du coup on était en intermodalité avec le rail et en intermodalité aussi avec le bus et les autres moyens de transport. Ce service, il a l'avantage aussi, c'est que sur les 8 stations, vous aviez qu'un seul accès, une sorte de billet unique, si on veut. Alors ce billet, il a la forme d'une application mobile, mais on pouvait donc, avec la même application mobile et du coup le même compte utilisateur, accéder au service sur l'ensemble des gares. Et là, j'avais 2 types de tarification, soit je payais grosso modo à l'usage, soit je prenais un abonnement, et si j'étais déjà abonné du TER, et dans ce cas-là, j'avais un abonnement préférentiel pour pouvoir avoir un abonnement groupé TER plus vélo. Oh, ça j'ai plus vite. La ligne Royan-Angoulême, donc c'est à peu près 1000 voyageurs par semaine, donc c'est pas une très très grosse ligne. 15% de ces voyageurs sont abonnés, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup, c'est 150 abonnés, la ligne Royan-Angoulême, mais il y a quand même 54 personnes qui se sont abonnées parmi ces gens-là. Donc ça fait un tiers qui ont choisi de cumuler leur abonnement TER avec un abonnement train. Et alors on a fait l'expérimentation sur 18 mois, ça a pris un peu de temps à démarrer parce que les gens découvraient le service, mais d'une année à l'autre, on a fait plus 60% de croissance. Parmi les autres données intéressantes qu'on a à vous partager, 96% l'utilisent pour se rendre au travail. Ça ne veut pas dire que c'est du trajet domicile-travail au quotidien, mais quand les gens l'utilisaient, ils l'utilisaient plutôt pour se rendre au travail. 56% l'utilisaient 3 fois par semaine ou plus. Donc pareil, c'est pas forcément quotidien, mais c'est quand même une habitude qui s'ancre.
Et 41%, ils l'utilisent régulièrement au cours de leur journée de location. C'est-à-dire que quand ils le gardent la journée, ils ne font pas juste un trajet aller, un trajet retour. Ils font aussi plusieurs stops et plusieurs arrêts. 70% des abonnés au service global, pas uniquement des abonnés TER plus vélo, n'avaient jamais loué de vélo ou de trottinette en libre service avant. 60% du total ne faisaient quasiment peu ou pas de vélo avant aussi. Donc nous, on a vraiment pour objectif de mettre le pied à l'étrier. Alors on dit plus âgés, à 85% en plus de 40 ans, c'est dur, on va pas parler de gens âgés à 40 ans, je m'en approche moi-même, donc restons sympathiques. Mais c'est vrai que sur nos services de VLS, on a 60% des utilisateurs qui ont moins de 30 ans. Donc on a constaté que la moyenne d'âge sur le vélo en gare était plus élevée, de quand même 10 à 15 ans, que sur du VLS. Parce que c'est un usage plus domicile-travail. Et quand on parle de report modal, en interrogeant les utilisateurs, on a fait plusieurs enquêtes au cours du service, parce que l'idée c'était d'apprendre comment faire juridiquement, d'apprendre quel était le modèle économique qui fonctionnait, et d'apprendre quels étaient les usages. 26% des trajets remplaçaient un trajet en voiture. Donc c'est-à-dire qu'on ramenait aussi des gens dans le train. Des gens qui n'auraient pas pris le train, ont pris le train parce qu'ils avaient une solution de transport à destination. Et 26% utilisaient plus le TER qu'avant. Et on parlera un peu du modèle économique, parce que ça, cet argent que touche en plus la SNCF, nous, on n'en voit pas la couleur. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses en termes de modèle économique qu'il faut construire. 67% viennent de communes de moins de 5000 habitants, 37% viennent d'un territoire qui n'est pas traversé par cette ligne, donc il y a vraiment du rabattement. Et 70% de nos clients emportaient leur vélo dans le TER avant. Parmi ceux qui utilisaient déjà le vélo avant, pour préciser. Et voilà. Et du coup, il y a aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que 46%, depuis qu'on a mis en place le service, Angoulême, qui avait un service de location longue durée, a vu la demande de ce service augmenter de 46%. Donc c'est aussi une conversion dans des usagers durables. Là, nous, on a la spécificité d'avoir des vélos qui sont connectés. Ça permet de les exploiter, mais ça aussi permet d'avoir tout un tas de données. Donc là, on partage par exemple aux collectivités des cartes qui permettent de voir quels sont les trajets qui sont réalisés, quels sont les itinéraires qui sont empruntés à la sortie des gares. On a aussi, nous, des cartes de sécurité, c'est-à-dire qu'on détecte les dynamiques de freinage pour voir quand il y a un accident et quand il y a un choc, quand on suspecte une chute, pour aussi donner des conseils à la collectivité sur comment est-ce qu'elle peut améliorer son infrastructure pour justement, encore une fois, favoriser le vélo. Et quelle perspective? Alors, je suis contente, je sais pas, on ne peut pas encore l'annoncer officiellement, mais du coup, ça a quand même donné des envies à d'autres régions, et on a gagné le premier appel d'offres à l'échelle d'une région où on va déployer ce service sur 54 gares, cette fois-ci. Ce sera une région pas très loin de l'Allemagne, pour ne pas citer laquelle, mais bon, je ne vous ai pas dit, une région pas très loin de l'Allemagne, mais qui donc a pour ambition de développer cet usage à grande échelle. Et nous, évidemment, on parle à d'autres régions parce que on pense que c'est une solution d'avenir qui va coexister avec les autres solutions. Un petit mot, parce que j'ai Imen, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et si vous m'en voulez un peu, je vous inviterai à prendre un verre pour me faire pardonner. SNCF Gare et Connexion, ils ont quand même été sympas avec nous quand on s'est lancé, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à trouver du foncier et tout. Mais bon, et le coup en gare, et puis un relais de communication dans les différents canaux. Alors justement, c'est un peu mon point. C'est-à-dire qu'on a dû batailler pour avoir un pauvre flyer dans la gare, quoi. Non, alors pas que. Site et application. Et oui, l'autre point que je voulais dire, mais ça vous concerne pas directement, c'est quand les gens réservent sur Oui SNCF, on aimerait bien aussi leur proposer de réserver un vélo quand ils arrivent à leur gare d'arrivée. Sauf qu'en fait, il y a des encarts publicitaires. Ces encarts publicitaires, ils sont vendus à ce qu'on appelle le coût par mille, pour ceux qui ont fait un peu de marketing digital. Sauf que entre quelqu'un qui fait une location de vélo à 5 € et quelqu'un qui fait une location de voiture à 100 €, qui sait qu'il a plus les moyens de mettre sur le coût par mille? Et ben c'est le loueur de voiture. Résultat, on n'est pas compétitif non plus sur la communication. Donc s'il n'y a pas à un moment une volonté politique, une aide des pouvoirs publics, et qu'on ne récupère pas un peu plus de la valeur qu'on redonne aussi au train, et finalement les utilisateurs ils n'en entendent pas tant parler que ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'ai dépassé un petit peu, désolée.
question, c'est peut-être une remarque, elle me vient comme ça, c'est moi je travaille dans une équipe où je gère des développeurs qui font appel à ce qu'on appelle des API, et il y en a une notamment qui est développée par la SNCF, qui est le service en gare, alors avec un degré de qualité assez hétérogène. Et ma question c'est de savoir est-ce que cette donnée, donc votre nouvelle offre, elle apparaît dans ces API Pas à ma connaissance, mais nous on a nos API sont ouvertes, ce qui permet par exemple aujourd'hui Google est en train par exemple de référencer tous nos services vélo. Vous avez donc on a vos des données API qui sont permettent. ouvertes. C'est ça, mais je ne crois pas que sur ce service-là en particulier ce soit fait, mais à terme ce serait bien que ce soit fait. Et pour le coup, là autant sur Vélo Modalis c'est une application dédiée spécifiquement au service vélo, autant par exemple sur l'autre région qu'on a gagné, eux ils ont vraiment l'objectif d'avoir un masse pour avoir un point d'accès unique vélo-train. Mais il y a plein de questions juridiques et ça a été un casse-tête à régler parce que comment est-ce qu'on fait quand on arrive sur un territoire qui a déjà un service vélo, à qui appartient vraiment, comment est-ce qu'on fait sur un territoire où la région elle n'est pas du tout AOM, ils ont mis du temps à trouver et nous à défricher tout ça avec la région Nouvelle-Aquitaine sur le bon modèle juridique, qui paye quoi, sachant que la région elle ne connaît pas vraiment non plus totalement l'impôt, pas partout en tout cas. Donc il y a encore plein de choses à apprendre, mais bon, on a 12 régions pour le faire, donc je pense qu'on va y arriver. Je sais pas si la Corse ça compte. Ça reste une région, mais je crois pas qu'ils aient beaucoup de trains. Par exemple, le service de madame qui dure bien. Ah, bah voilà. Donc c'était pas justifié. C'est sur la note. Non mais il y a un sujet de billettique en effet qui est très vrai et pour lequel on n'a pas vraiment la main en tant que gare. Moi je pensais beaucoup à la signalétique parce que nous ce qu'on constate c'est que 60% des gens téléchargent l'application parce qu'ils voient le vélo. Et parfois c'est pas toujours évident d'avoir une station juste à la sortie de la gare. Alors il y en a pour qui on arrive, mais franchement il y a des stations où on se retrouve un peu dans le coin là-bas. Je pense que pour le stationnement c'est un peu vrai aussi. Si les gens ne voient pas le stationnement, ils ne savent pas forcément qu'il existe. Donc le sujet de la signalétique, comment est-ce qu'on conduit l'utilisateur du train jusqu'au service vélo, on va dire que c'est in progress, mais c'est bon pour la suite. Il est vrai qu'aux Pays-Bas, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est NS, l'opérateur ferroviaire, qui a développé ce service OVFITS, voilà, donc qui est ce vélo du dernier kilomètre à une échelle vraiment énorme, dans toutes les gares un petit peu importantes, il y a des vélos qu'on peut trouver, et même utiliser ça aussi comme vecteur de communication pendant de nombreuses années, donc beaucoup. Donc il faudrait effectivement trouver un moyen pour faire connaître plus le service, parce que ce dernier kilomètre est un peu bloquant pour beaucoup. Vous avez montré le report modal que ça occasionnait. On a d'autres questions? Bon, on va passer à l'intervention du coup de Aïe, alors là je suis bien embêtée, il faut qu'on trouve Elisabeth pour... Ah, merci, pour déverrouiller. Je suis restée trop longtemps sans bouger sur l'écran. Donc c'est Aline Gillette d'Île-de-France Mobilité, donc qui n'a pas... Merci beaucoup Elisabeth. Qui n'a pas pu être là, donc on a enregistré son intervention. Elle dure juste 10 minutes. Voilà, donc pour ceux qui ont encore 10 minutes, je vous propose, merci, d'écouter Aline. Si vous avez des questions après, il est convenu avec Aline que je les note, je lui transmettrai, donc je pourrai vous envoyer les réponses si vous le souhaitez. Alors j'ai essayé tout à l'heure, le son est très bas, donc je compte sur tout le monde pour qu'il n'y ait pas un bruit, parce que sinon on n'entendra rien du tout. Je laisse du coup ces messieurs sortir et je lance juste après. Max du max. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline Gillette, chargée de service cyclable auprès d'Île-de-France Mobilité. Je m'excuse tout d'abord de ne pas être présente avec vous pour ces journées mobilité du quotidien à Annemasse, mais je vous propose néanmoins, en un rapide enregistrement, de faire un point sur l'actualité de notre politique de stationnement vélo en gare, donc au niveau de la région Île-de-France. Excusez-moi, s'il y en a d'entre vous qui veulent se rapprocher, du coup maintenant que vous savez à quel point le son est bas, n'hésitez pas, il y a des places plus près. Vous avez mis le son sur l'éco proche, mais si vous mettez de votre ordinateur, ça sera peut-être mieux. Alors,
Natalia, parce que c'est pas mon ordi en fait, et du coup je suis pas vraiment en maîtrise de la technique. Et apparemment ils ont fait plusieurs essais, ils n'ont pas réussi à faire plus fort. Ouais, de ce que j'ai compris. Et ça, ce serait plus fort sur... Je vous propose peut-être de vous rapprocher si vous voulez. Quand on se met à côté, ça peut aller à peu près. Je suis désolée, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, mais ouais. C'est mieux qu'on puisse... Bon, je lance peut-être hein, pour libérer. Mais n'hésitez pas si vous voulez rapprocher même une chaise. Hein. Ouais. Mettez-vous. Non, c'est bon. Allez, on relance. Ah. Bah oui, on va essayer. Près d'Île-de-France Mobilité, je m'excuse tout d'abord de ne pas être présente avec vous pour ces journées mobilité du quotidien à Annemasse, mais je vous propose néanmoins, en un rapide enregistrement, de faire un point sur l'actualité de notre politique de stationnement vélo en gare, donc au niveau de la région Île-de-France. C'est ça. Donc en quelques mots, peut-être vous rappeler les services cyclables et la politique cyclable menée par notre autorité organisatrice des mobilités avant de regarder un petit peu plus finement ce qui évolue en termes de politique de stationnement vélo en intermodalité. Déjà, notre particularité en tant qu'AOM régionale, c'est d'agir à l'échelle de toute la région Île-de-France en mêlant des compétences de transport régionaux type TER, Transilien, mais aussi de transport public urbain et de services de mobilité. Donc, nous agissons à l'échelle de 8 départements, d'une région de 12 millions d'habitants, avec un poids évidemment économique important, mais aussi des territoires plus ruraux que ceux que l'on croit. En termes de déplacements, ce sont près de 42 millions de déplacements quotidiens réalisés en Île-de-France, dont environ 9 millions se font en transport en commun. Et en termes de part vélo, celle-ci est encore faible. Juste en sortie de la pandémie, en juin 2022, elle était mesurée à moins de 2%, même s'il y a de fortes variations entre notamment Paris et la Petite Couronne et ces autres territoires parfois plus ruraux. Île-de-France Mobilité agit du coup en tant qu'AOM intégrée au niveau régional, avec délégation de compétences des différentes collectivités et l'avantage très fort d'avoir un réseau de transport en commun dense et maillé, ce qui, on le verra pour la politique de stationnement vélo en gare, prend tout son sens pour favoriser davantage de trajets en intermodalité. Je n'oublie pas parmi notre fort réseau de transport en commun également notre flotte de vélos, puisqu'on a depuis 2020 un service de location de vélos longue durée avec 20 000 VAE et 1000 cargos également répartis en 3 modèles à assistance électrique. En termes de politique cyclable, alors nous ne sommes pas du tout les seuls acteurs à agir sur les services rendus aux cyclistes, mais justement Île-de-France Mobilité en tant qu'AOM et pas seulement de mobilité et pas seulement de transport a pris la main sur en particulier 2 services à rendre aux cyclistes, le stationnement en gare et la possibilité d'accéder à un vélo en l'achetant ou en le louant. Donc notre politique de stationnement vélo en gare, c'est la plus ancienne, ça fait depuis le début des années 2000 que le STIF puis Île-de-France Mobilité finance ce type d'équipement aux abords des gares, mais depuis 2019 et 2020, on agit aussi
les types d'abonnements que l'on observe sur des nouveaux équipements parisiens comme la Halle à vélo de Gare du Nord. Et on voit qu'on a beaucoup plus d'abonnements journaliers, par exemple, donc 58% des transactions sont des abonnements journaliers par rapport à nos autres consignes, où on a environ seulement 8% d'abonnements journaliers, et également beaucoup plus d'abonnements payants. Montrant qu'on a finalement d'autres types d'usages plus ponctuels qui se développent dans certains équipements en Ile-de-France et nous obligeant à avoir un accès très simple et très rapide aux consignes. En termes de nombre de places, donc, on a eu une croissance assez exponentielle, même si nous sommes encore loin aujourd'hui des 140 000 places, puisque depuis l'adoption du nouveau schéma directeur du stationnement vélo, on a multiplié par 3 l'offre. On est aujourd'hui à 22 500 places environ en service, et avec une augmentation aussi des places sous maîtrise d'ouvrage et de France Mobilité. Juste peut-être un mot pour le décret LOM qui doit préoccuper pas mal d'entre vous sur le déploiement des stationnements vélo en gare. Pour nous, l'Île-de-France, ça a été énorme, puisqu'on concentre environ la moitié des objectifs nationaux, avec pas moins de 46 000 places à atteindre normalement fin 2024 sur 400 gares. Et on peut avoir différentes visions de notre taux d'avancement et de conformité par rapport à cet objectif. Si l'on regarde strictement le nombre minimal de places à fournir et uniquement notre offre en consigne, on n'est qu'à 10% des gares sur ces 400 gares qui sont conformes. En revanche, si on regarde les gares équipées en consigne d'une façon générale, mais pas forcément le nombre de places et également notre offre en libre accès, là on arrive entre 40 et plus de 50% de taux de conformité par rapport à ce décret LOM. Et en revanche, on monte vraiment de façon importante si on intègre aussi tous les projets qu'on a financés ou qui sont en travaux et qui vont ouvrir prochainement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette contrainte réglementaire a néanmoins motivé les opérateurs de transport, SNCF et RATP, à accélérer leurs projets, donc nous a plutôt servi aussi pour motiver l'ensemble des maîtres d'ouvrage. En termes de nombre de gares équipées, c'est ce que je disais, on commence à avoir une bonne part de nos gares qui sont équipées, avec une vision d'avancement différente si on regarde seulement l'offre en consigne ou en libre accès ou en consigne, ou celle qui arrive à proposer aux cyclistes les deux types d'offres. Un mot aussi sur les gros effets accélérateurs qu'a eu justement ce décret LOM sur Paris en particulier, puisqu'on était tout à fait conscient en 2020 déjà qu'on avait une offre vraiment insuffisante sur les gares et stations parisiennes. On avait seulement 3 équipements, très peu de place et des équipements plutôt bondés. Une étude lancée en 2021 sur près de 20 sites prioritaires en copilotage Île-de-France Mobilité et Ville de Paris, avec un objectif très conséquent de 30 000 à 42 000 places conformes au plan vélo de la Ville de Paris, a été lancée. Elle a permis de faire émerger beaucoup moins de places que ces 30 000 à 42 000 places, mais néanmoins ce sont plus de 3 000 places qui ont pu être ouvertes en moins d'1 an par la SNCF, donc dynamisées par les contraintes en vélo. Du décret LOM. Donc on a des équipements assez capacitaires du type de Gare du Nord de près de 1200 places, mais on a aussi pu dans des phases 1 de projet développer rapidement beaucoup de places en libre accès, par exemple 500 places à Montparnasse, 400 à Gare de Lyon, une redensification de tout et la plupart du temps ce sont des phases 1 de projet qui amèneront dans un second temps des consignes pour répondre à différents types de besoins. Nos prochains chantiers par rapport à tout ça, déjà c'est de pouvoir faire un nouveau recensement de l'offre existante aux abords des gares, parce que notre dernier recensement, il était avant le nouveau schéma directeur du stationnement vélo de 2020, il date de 2018. On a besoin de se mettre à jour sur combien de places sont disponibles, lesquelles justement sont conformes vis-à-vis du décret loi LOM ou non.
de vote. À moins que tout le monde est très fin et que finalement il n'y ait pas de questions. Parfait, merci, merci à tous pour votre participation et bonne soirée. Merci.